La crise de Bizerte continue. Aux abords de la Médina, qui selon certaines rumeurs se transformerait encore en tranchée, les éléments tunisiens restent le doigt sur la gâchette. De l'autre côté de la rue, les Français veillent aussi derrière leurs abris. Et les chars continuent de garder les issues. Pendant quelques jours, le ravitaillement a manqué. Boulangerie assiégée dans la ville européenne, camions de pain assiégés dans la Médina. Il semble qu'aujourd'hui tout soit rentré dans l'ordre et que le ravitaillement se fasse à peu près normalement. Et même, il y a quelquefois entre les adversaires d'hier comme un essai de sourire. C'est dans ce climat de veille d'armes que M. H, invité par M. Bourguiba, est venu, selon ses propres paroles, se mettre à la disposition du gouvernement tunisien. Le secrétaire général des Nations Unies effectuait ce voyage à titre personnel sans avoir reçu de l'ONU une quelconque mission. C'est cependant sous le couvert du pavillon onusien que M. H, qui d'abord ne devait pas y aller, décida soudain de se rendre à Bizerte. Et voici l'incident. La voiture de M. Hammarskjöld avait franchi sans encombre le premier barrage français. Au second barrage, les parachutistes l'arrêtent. Puis le laissent aller. L'incident a duré 30 secondes, mais on en parlera partout. Et nous saurons bien sûr que M. H a rencontré des unités françaises sur son chemin, mais nous ne saurons pas si M. H a jeté un regard sur les tranchées tunisiennes creusées pour encercler la base, cause première de la crise de Bizerte. Du côté français, l'amiral Hamon présidait devant les cercueils des 25 soldats tombés au combat une brève cérémonie. Les corps seront demain transportés en terre française. À New York, la nouvelle plainte de la Tunisie réunissait à nouveau le Conseil de sécurité. Cette séance devait se dérouler sans la participation de la France. Aucune nouvelle recommandation ne devait d'ailleurs en sortir. Mais la crise de Bizerte n'est pas finie. Et l'arrivée à Marseille d'1 millier de Français fuyant Bizerte est le signe concret d'une inquiétude générale. Que fuient ces pauvres gens qui n'emportent avec eux que leur vie? Les brimades futures? L'arrestation possible? L'internement? Ou, plus encore, le retour du drame absurde? Côte à côte, sur les quais de Toulon, deux étranges navires. Le premier est tout simplement le bathyscaphe qui plongea à 4050 mètres. Le second, son successeur, qui se nomme Archimède, aura des possibilités infiniment plus grandes, puisqu'il descendra sa sphère à la profondeur de 11 000 mètres et que des hélices lui permettront de se mouvoir et de se diriger. Voici donc un instrument de grande classe pour l'exploration des gouffres de l'océan. Et le commandant Huot, l'un de ses promoteurs, peut ambitionner d'ores et déjà le titre d'explorateur des grands fonds. Au stade nautique Georges Valeret, championnat de France de natation 1961. Dans le 100 mètres nage libre, la course sera serrée entre Gérard Gropez, un nageur de 18 ans à peine, et le tenant du titre, Alain Godvalès. Finalement, Gropez, à la ligne numéro 4, l'emportera en 57 secondes 2 dixièmes, battant Godvalès d'1 dixième de seconde. Godvalès et Gropez. Surprise dans la finale du 100 mètres nage libre dames. Marie-Laure Gaillot, à la ligne numéro 4, gagnera nettement en 1 minute 5 secondes 8 dixièmes et battra la championne de France, Edda Frost. Edda Frost est la première à féliciter la nouvelle championne. Dans le 100 mètres papillon, Jean Poma, à la ligne numéro 4, battra le record de France en 1 minute 5 secondes. Poma, qui se détachera après le virage, va résister au retour désespéré de Jean-Pierre Moine qui se classera second, ayant sans doute produit son effort un peu trop tard.
Sur un visage de gosse, le sourire du vainqueur. À Yuxinghung, qu'on surnomme poétiquement la ville de l'aurore, on a célébré joyeusement la fête de l'eau qui est la principale solennité du Nouvel An. Ces réjouissances se caractérisent par une aspersion mutuelle qui tient lieu de nos formules de meilleurs vœux. Et les visiteurs de marque que recevait la ville à ce moment, messieurs Chou En-lai, Premier ministre de Chine, et U Nu, Premier ministre de Birmanie, n'ont pas fait de difficulté pour se joindre aux joyeux arroseurs et arroser. Ces petites maisons de bois sont les habitations d'une étrange tribu de l'Inde. Descendants des soldats d'Alexandre, juifs rescapés de la captivité de Babylone, le mystère entoure ce peuple des Todas réduit à 500 à peine aujourd'hui. Étrange personnage, barbu et doté d'un penchant pour la méditation, le travail avilissant leur étant interdit. Quant aux femmes, chacune a plusieurs maris. Witold de Golich et Pierre Rambach, qui ont rapporté ces images des hauteurs du Nilgiri, ont assisté à la plus singulière des cérémonies Todas, les funérailles d'une jeune femme de 20 ans. Dans la montagne, les jeunes gens sont allés capturer les buffles sauvages consacrés au dieu Eun. 12 buffles qu'un prêtre assommera pour que leur âme, qui est pure, se charge des péchés de la morte. Alors commence au milieu des gémissements des pleureuses la deuxième partie de la cérémonie, l'incinération du cadavre. Un jour viendra sans doute où le dernier Toda disparaîtra, et l'on considérera ces images à la lumière de ce fait comme le témoignage d'un instant d'autant plus précieux qu'il va périr. Biscarrosse, le décollage d'un dragon, et 1500 mètres plus bas, une croix au centre de 2 cercles concentriques. C'est là que les concurrents du championnat de France de parachutisme devaient poser les pieds. On se dirige en tirant sur les suspentes et c'est déjà bien d'arriver dans le cercle. L'épreuve de précision à partir de 1500 mètres comportait ainsi 4 sauts. Il faut rappeler que seul compte l'endroit où les pieds ont touché le sol. L'adjudant Arassus, qui devait confirmer son titre de champion de France, a réussi dans cette épreuve un très joli saut à 60 cm du centre. Au stade de la Neckar à Stuttgart, plus de 10 000 gymnastes appartenant à 17 nations s'affrontent dans une vaste compétition qui porte sur les exercices les plus classiques de ce sport. Aux anneaux d'abord pour un équilibre en force. Puis aux barres parallèles où les concurrents rivalisent de légèreté comme de puissance. Et voici maintenant pour terminer un exercice d'ensemble au tremplin dans lequel les gymnastes semblent défier les lois de la pesanteur. À Porto Novo, sa capitale actuelle, comme à Cotonou, sa capitale future, la jeune République du Dahomey a célébré le premier anniversaire de son indépendance. Devant l'Assemblée nationale réunie en séance solennelle, le président de la République, M. Hubert Maga, a évoqué les efforts et les résultats d'une année d'indépendance et insisté sur les avantages de la collaboration française. Magnifique exemple, a-t-il dit, et gage d'une amitié solide qui ne se démentira pas. Le lendemain, à Cotonou, le président Maga passait en revue les unités de la jeune armée dahoméenne. Ces unités, qui comportent toutes les armes, devaient ensuite défiler devant un public enthousiaste. Ce
défilé devait être complété à Porto Novo par un défilé populaire qui mettait en relief les forces vives du pays, sans oublier bien entendu ce pittoresque traditionnel d'un vieux peuple porté à l'état de jeune nation. Paris a vu au Quai d'Orsay les ministres des Affaires étrangères des quatre, messieurs Dean Rusk, Lord Hume, von Brentano et Couve de Murville, réunis pour fixer la position occidentale sur le problème de Berlin, toujours au premier plan des préoccupations. Les quatre ministres devaient notamment envisager certaines mesures militaires et économiques. Berlin n'a pas fini de faire parler de lui. Zaraos, sur la côte du Pays basque espagnol, s'honore de compter deux visiteurs de marque, le roi Baudouin et la reine Fabiola. Les souverains sont venus passer là des vacances familiales. Ils sont en effet les hôtes du beau-frère et de la sœur de la reine des Belges. Pas de vacances actuellement pour Bébé, qui est arrivé à Rome pour aller poursuivre à Spolète le tournage du film de Louis Malle. Il va sans dire que l'apparition de la vedette française numéro 1 n'est pas passée inaperçue. On assure même que les caméramens et photographes romains en ont gardé quelques courbatures et quelques bleus. Quant à Brigitte, inquiète de tant de chaleur, elle n'a songé qu'à se réfugier dans sa voiture. Pauvre bébé. À Mayenne, c'est un souvenir particulièrement émouvant que sont venus évoquer avec toute la ville deux Américaines, Madame McCracken et sa fille, près du pont qui porte aujourd'hui leur nom. C'est une belle histoire. Le 5 août 1944, un GI avait réussi, tout seul, à empêcher les Allemands de faire sauter le dernier pont. Il permit ainsi à l'armée Patton de continuer son avance, mais il y avait laissé la vie. Ce GI s'appelait McCracken. Son visage, les habitants de Mayenne ont pu l'oublier. Ils n'oublieront ni son nom, ni son sacrifice. Nous ne sommes plus au temps où l'amateur de nage sous-marine était un être singulier. 15 ans ont changé tout cela. Équipé aujourd'hui de masques et de bouteilles d'air, le nageur sous-marin est maintenant un hôte banal de la plage. Et s'il en est pour qui le fond de la mer est un terrain de chasse ou de recherche, si les pêcheurs d'amphores entrent maintenant dans la même légende que les pêcheurs de perles, tous les plongeurs sous-marins n'appartiennent pas à cette élite des bas-fonds. Il y a aussi la foule banale des 2 mètres de fond, ce que nous appellerons les sous l'eau. La plage, on la connaît. Comme dit l'autre, ce n'est plus une plage, c'est une foule. Une foule au ras du sol. De cet observatoire commode et confortable, on voit se diriger vers la mer des paires de jambes de toutes les élégances, de tous les âges, de toutes les prudences et de toutes les hardiesses. Pour y chercher sans doute un peu de solitude. Enfin seul. La solitude, la tranquillité, la paix, pas si vite. Le sous-l'eau est là, invisible, qui vous dévisage, juge votre forme sportive, s'offre avec une indiscrétion qu'on pourrait parfois dire blâmable, le spectacle que vous donnez. Et, mon Dieu, même un homme dans l'eau peut être ridicule. Attention à cet observateur indiscret. On peut voir sous l'eau de ces choses que vous espériez bien ne pas voir découvertes. Et puis, dans cette crique où vous vous sentiez au bout du monde, maintenant, plus de sécurité. L'ennemi peut sournoisement s'approcher et soudain apparaître. Quel problème, car avec cette prolifération des sous-l'eau, n'allons-nous pas voir le fond de la mer devenir aussi peuplé que la plage? Va-t-il falloir y transporter les règlements de la circulation et créer un corps d'agents pour y manier le bâton blanc? Et finira-t-on par jouer au naturel sur une terrasse sous-marine la fameuse partie de cartes d'un Pagnol devenu cette fois parfaitement, pleinement, totalement méditerranéen? Coutume d'été sur la vaste plage de Santander. Les courses paysannes qui s'y déroulent comme un derby rustique. Leurs puissants jockeys montés sur de robustes montures sont naturellement loin de faire songer à Longchamp ou à Epsom, mais le cœur y est. Les courses
de chars ont aussi leur place au cours de ce festival du Percheron. Mais là aussi, ce sont des chevaux de tous les jours attelés à leur charrette quotidienne. Rien des performances décoratives et sportives de Ben Hur. Et tout cela joyeux, animé, vivant comme le tableau inconnu d'une chevauchée rustique à la mode espagnole. Et la victoire est, comme toutes les victoires, solennellement couronnée. Chaque année, durant 15 jours, les lacs de la Frise, en Hollande, s'offrent aux courses de voiliers. Mais c'est un spectacle qui n'a qu'une parenté lointaine avec les modernes régates. Les bâtiments en lice, les transbordeurs qu'on utilisait autrefois dans la province, ne sont pas précisément doués d'une exquise légèreté, mais leurs évolutions y gagnent en majesté. Et comme l'ont fait leurs pères, leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères, les Frisons qui ont gardé intact le goût de l'ancienne navigation à voile se livrent chaque année pour le sport et pour le plaisir à ce tranquille championnat. Les championnats d'Allemagne de ski nautique se sont déroulés sur la Moselle. L'élite des skieurs allemands se préparait ici aux championnats d'Europe, où ils seront des concurrents redoutables, et plus loin peut-être, à la rencontre de Miami, où auront lieu les championnats du monde. La jeune et jolie championne Waltraud Nyborgal, qui l'a emportée dans le slalom comme dans les figures, a montré une parfaite maîtrise et sera certainement l'une des compétitrices les plus en vue dans le prochain tournoi européen. Il nous faut du nouveau, n'en fut-il plus au monde, s'écriait naguère un poète. L'art a fait sien ce cri de guerre, et dans son atelier de métallosculpteur, Metcalfe s'efforce de donner un sens nouveau à la matière. Niki de Saint-Phal, elle, fait de la peinture, c'est-à-dire qu'elle enfouit des sachets de couleur sous une couche de plâtre, après quoi il ne reste plus qu'à libérer la couleur, à la carabine. Pourquoi pas ? Il y en a bien qui peignent au pistolet. Et voilà. Tinguely est d'une autre école, celle des mobiles. Mais ces mobiles à lui sont des mobiles sonores. Ces méthodes unissent à la fois la vision de l'artiste et le manuel du petit bricoleur. C'est pourquoi on retrouve dans ses créations les objets les plus usuels et les plus hétéroclites. Exemple. Nous avons enfin le mobile musical. Qu'en pensez-vous ? Abidjan, qui célébrait le premier anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a été pour 2 jours le lieu de rendez-vous du monde entier. Au nouveau palais de la présidence, vaste édifice ultramoderne bâti en 8 mois, M. Houphouët-Boigny a accueilli en effet, avec le frère du président Kennedy et le représentant de l'URSS, des personnalités venues de tous les continents. Le président de la République de Côte d'Ivoire devait présenter à ses invités, au nombre desquels se trouvait le président de la République sénégalaise, M. Léopold Senghor, et M. Michel Debré, Premier ministre français, un résumé des forces vives de la nation à l'occasion d'un grand défilé où devaient figurer avec la jeune armée les organisations économiques et sociales ivoiriennes. 3000 hommes des différentes armes ont déclenché l'enthousiasme général. Et le monde a pu découvrir les premiers éléments d'une marine en train de naître. À leur suite, les formations politiques, sportives, syndicales et économiques ont évoqué les chances d'une nation qui, née il y a tout juste 1 an, regarde résolument vers l'avenir. La
nouvelle crise de Berlin a déclenché dans la zone occidentale de l'ex-capitale allemande un subit accroissement du nombre des transfuges qui, depuis 1945, ne cessent de franchir d'est en ouest le rideau de fer. Alors que le nombre de ces transfuges de l'Est flottait autour de 4000 par semaine, il s'est soudain élevé à 1500 et même à 2000 par jour. Ces réfugiés qui ont tout quitté sont venus les mains vides. Les services d'accueil de l'Ouest sont donc dans la nécessité de pourvoir à leurs besoins et de leur fournir les objets de première nécessité. Du centre d'hébergement, ils seront ensuite dirigés vers l'Allemagne fédérale, où les services de reclassement s'occuperont d'eux. Hémorragie sans fin pour l'Allemagne de l'Est, problème pour l'Allemagne fédérale. Depuis 15 ans, plus de 2 millions d'Allemands sont ainsi passés d'Est en Ouest. L'arrivée d'un Ilyushin 18 à l'aérodrome de Vnukovo, où attendait avec M. Khrouchtchev la famille du deuxième cosmonaute soviétique, a marqué pour Moscou le début de la journée de Titov. L'homme qui a fait 17 fois le tour de la Terre en 25 heures a franchi au pas de charge la distance qui le séparait de la tribune officielle. Et ce devait être, geste pour geste, la répétition de la réception qu'avait connue Youri Gagarin. Des bras de M. Khrouchtchev, German Titov passait tour à tour dans ceux de son épouse Tamara, de sa sœur, de sa mère et de son père. Et enfin de Youri Gagarin. Moscou allait pouvoir à son tour acclamer son héros et lui faire le plus large triomphe. C'était jour férié dans la capitale soviétique et 2 millions de moscovites seront passés sur la place rouge ce jour-là sous le portrait de Lénine. On n'appréciera sans doute pas que M. Khrouchtchev ait profité de cette journée pour évoquer la menace d'une superbombe capable d'anéantir le monde. Mais on applaudira sans réserve au nouveau pas qui vient d'être accompli dans la conquête de l'espace et que symbolisent ensemble deux visages jeunes et souriants. Le ministre des Finances, M. Baumgartner, est allé tout spécialement à Moscou à la tête d'une importante délégation pour inaugurer l'exposition française. Pendant un mois, les moscovites pourront voir de près les 1000 aspects de la France d'aujourd'hui, un pays qui n'est, en dépit de certains avis, ni décadent, ni empêtré dans des contradictions fatales. En l'absence de M. Khrouchtchev, Mme Khrouchtcheva fut la première visiteuse en compagnie de quelques membres de sa famille et de plusieurs personnalités soviétiques. Si le cœur artificiel, la maquette animée du réacteur G2 de Marcoule et la soucoupe sous-marine du commandant Cousteau sont les premiers pôles d'intérêt de ces 40 000 mètres carrés d'espace couvert, les présentations de la mode française, elles, déchaînent la curiosité. Et si cette vaste entreprise de relations publiques est l'objet de certaines critiques de la presse soviétique, on ne pourra pas dire en tout cas que le public l'a volontairement boudé. À la veille du débat à l'ONU, il n'y a pas eu de nouvelle bataille de Bizerte. Mais à l'appel de M. Bourguiba, la Tunisie manifesta. À Tunis même s'est déroulée la principale des manifestations organisées par le gouvernement tunisien et le Néo-Destour pour redonner du relief à l'affaire qui s'estompait un peu derrière l'actualité berlinoise. Une foule bardée de drapeaux et de banderoles a défilé jusqu'à l'immeuble du Néo-Destour pour y acclamer le président Bourguiba. Prélude au débat onusien auquel la France ne prend aucune part. Trois jours durant, la capitale du Gabon, qui porte le nom éloquent de Libreville, a fait du premier anniversaire de son indépendance sa première fête nationale. Avec la délégation française présidée par M. Jacquinot, près de 40 délégations étrangères étaient venues manifester leur sympathie au jeune État. La plus importante des cérémonies devait faire défiler devant M. Léon Mba, président de la République gabonaise, avec la jeune armée du nouvel État souverain, les enfants des écoles et les groupes sportifs.
la suite, les chars, des activités sociales et les groupes folkloriques, le tout au milieu d'un enthousiasme sympathique qui donnait à ces festivités l'air bon enfant d'une fête familiale. Partout dans les rues, des groupes animés restituaient le climat exubérant et coloré du Gabon traditionnel, ce Gabon qui, à travers les avatars de la vie, n'a jamais connu de différend entre Africains et Européens, et où l'on n'a pas honte d'avouer son affection pour la France. Le plus épais mystère plane sur l'ancienne et belle résidence du cardinal de Vendôme à Aix-en-Provence, où s'était ouverte l'exposition Cézanne. 8 tableaux s'y sont volatilisés sans qu'on sache ni comment ni pourquoi. Comment? La conservatrice qui dormait dans le pavillon et les agents de garde se le demandent toujours. En escaladant la façade et en atteignant une fenêtre par la corniche. Peut-être, dit l'enquête. Pourquoi? Cette question, ce sont les visiteurs qui se la posent en contemplant la place vide de la nature morte au crâne. On s'imagine mal en effet qu'il puisse exister une possibilité de monnayer des toiles aussi célèbres que les joueurs de cartes. Alors on interroge longuement le mur vide. Michel Montmercure en Vendée a été également le témoin d'un vol. Mais le plus honnête du monde, un hélicoptère a aidé un Saint-Michel de 1100 kilos à prendre son essor vers le clocher de l'église d'où on l'avait retiré voici quelques années pour réparer des blessures dues à une tempête trop violente. Il n'a fallu que 2 jours pour mener l'affaire à son terme, alors que la même opération avait nécessité 4 mois en 1897. Comme quoi l'hélicoptère fait bon ménage avec les anges. Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces 2 zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Dans la nuit, le gouvernement de Pankov, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui, en 10 ans, lui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les 2 zones. Et sur 40 km de longueur, ces 40 km par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Rue barrée, pont barré, métro arrêté. Il ne restait sur ces 40 km que 18 points de passage où le contrôle était sévère. L'Allemagne de l'Est se cadenassait. Le maire de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt, était venu se rendre compte par lui-même de l'herméticité du système que seule désormais une vingtaine de transfuges parvenaient à traverser chaque jour. Il pouvait voir à la porte de Brandebourg, symbole de la séparation des 2 Berlins, les chars des Vopos prendre position. Un authentique rideau de fer isolait maintenant l'Allemagne de l'Est. Les commandements alliés avaient naturellement réagi immédiatement en protestant auprès des autorités soviétiques et en assurant le maire de Berlin, M. Willy Brandt, de leur soutien. Et venu de Washington, le vice-président des États-Unis, M. Lyndon Johnson, assurait à la foule berlinoise « Les États-Unis connaissent leurs engagements et sont décidés à accomplir tous leurs devoirs ». Et il leur présentait le général Lucius Clay, l'homme du pont aérien des heures troubles de 1948, qui venait de réclamer son poste à Berlin. En même temps, renfort symbolique sans doute mais significatif, 1500 soldats américains avec 250 véhicules avaient franchi la frontière et, ouvrant sans encombre les 150 km du couloir routier de Brunswick à Berlin, faisaient leur entrée aux acclamations de la foule. Les derniers groupes de réfugiés iraient grossir les rangs de ceux dont la fuite était pour le gouvernement Ulbricht une sorte de condamnation. Berlin maintenant était coupé en 2, sans fissure. Il y aurait tous les jours du côté de l'Est des groupes immobiles devant les barbelés. Mais la police de l'Est est là. Elle a l'œil sur ces groupes d'Allemands en quête d'espoir. Par-dessus ces barrières, 2 mondes se regardent et attendent, le cœur serré. Championnat d'Europe de ski nautique à Banyoles en Espagne, un championnat de très haute qualité, on n'avait jamais vu mieux. Les skieurs français ont été les maîtres de cette compétition. 2 gagnants individuels, Jean-Marie Muller et Béatrice Martelly, et la victoire par équipe.
en arrive à cette perfection, ce n'est plus du sport, mais de l'art. Reutlingen à l'heure des championnats d'Allemagne de plongeon. Il y a là de quoi vous couper le souffle et la parole de surcroît. Ce merveilleux petit ballet, nous le devons à la fantaisie de l'opérateur. Laissons donc parler la caméra. Au plongeon de haut vol succèdent les figures féminines au tremplin. Là encore, nous sommes proches de la perfection. Avec un tel trio de championnes, les Allemands peuvent envisager les futures rencontres internationales avec beaucoup de sérénité. Depuis quelque temps, des sportifs de la côte basque s'étaient fixés pour devoir de vacances d'y acclimater le surfing, né sur les plages d'Hawaï. Un nom mystérieux mais un sport sans mystère. Muni d'une large planche, il s'agit de gagner la haute mer. Et de là, utilisant le mouvement des vagues, de partir à l'assaut du rivage. C'est ce qu'ont fait, ou essayé de faire, à Biarritz, les concurrents du premier championnat de France et d'Europe de surfing, porté par les fortes vagues des marais d'équinoxe. Maintenant, regardez. Sans doute penserez-vous à présent que le surfing est un sport passionnant, comme l'ont prouvé pour la première fois en France les champions de Biarritz. Un pont sur la Manche, voilà bien la nouvelle sensationnelle de ces vacances. Encore convient-il de ne pas s'affoler et de savoir attendre. Du Cap Blanc-Nez, on ne peut encore que sauter dans la mer. Le projet ne saurait au mieux être réalisé qu'en 67. Quoi qu'il en soit, le pont tel qu'il est conçu, 33 km, admettra train et voiture, 6000 à l'heure précise-t-on. À 70 mètres au-dessus des flots, il sera de plein pied, si l'on peut dire, avec la falaise du Cap Blanc-Nez, où sera édifiée une vaste autogare. Des bâtiments, avec magasins, restaurants, postes d'essence, 2 tours radars. De modernes installations de douane et de péage. Et c'est peut-être ainsi qu'à Sangatte, le non moins fameux projet de tunnel sous la Manche en restera au point où il en est toujours, un trou muré. Bien sûr, les signes ne sont pas tous aussi avancés, mais ceux-ci en Angleterre ont résolu au mieux le problème de l'heure des repas. Comme dans la pension la mieux organisée, il suffit de sonner pour être servi. Et Monsieur Signe sait fort bien les usages. Là, c'est autre chose. Chez ces canards d'une ferme du lac Baïkal, on ne commande pas son déjeuner, mais on obéit à la cloche du réfectoire. Et 2 fois par jour, à l'appel réglementaire, 21 000 canards, oui, pas un de moins, se précipitent au son de la cloche vers les mangeoires. L'intelligence de l'estomac.
Aucun son de cloche ne saurait encore amener les Caplans sur les plages de Terre-Neuve. À quoi bon d'ailleurs, puisqu'ils viennent d'eux-mêmes s'y abandonner chaque été par bancs entiers. C'est l'époque traditionnelle de la pêche miraculeuse obligatoire, et les pêcheurs s'en donnent à cœur joie. Qu'on n'aille pas croire ces charmants poissons atteints d'un mal étrange, rien là que de très naturel puisqu'il s'agit simplement de la migration annuelle qui amène les Caplans déposer leurs œufs dans les sables. Pauvres Caplans du reste, ils iront finir par tonneaux entiers comme appât pour la pêche à la morue. Et dire qu'ils y mettent tant de bonne volonté. Les vacances sont le temps béni des rencontres. Combien de personnages inhabituels rencontrés par hasard? En voici quelques-uns. À Turkheim, en Alsace, le veilleur de nuit des livres d'images est toujours vivant. Chaque nuit, depuis 1540, date à laquelle les registres de Turkheim commencent à en faire mention, le veilleur de nuit classique avec lanterne et hallebarde fait 4 fois le tour du village. Est-ce le dernier représentant de cette noble corporation? On peut le croire. À Saint-Germain-de-Joudes, sur les dernières pentes du Jura, le garde champêtre fait ses tournées à cheval. Il va de soi que chacun de ses administrés connaît aussi bien la monture que le fonctionnaire, et même les attentions particulières vont plutôt au brave animal. Voici 15 ans que M. Bianchi exerce ses fonctions. Voici 15 ans qu'il les exerce à cheval. Il est sans doute en France le seul dans son cas. Maintenant, si l'on cherche les raisons de cette anomalie pittoresque, on ne trouve pas de réponse. Ou une seule, mais convaincante, ancien gendarme à cheval, le garde champêtre a voulu rester cavalier. À Jouy-le-Châtel, le pharmacien est une pharmacienne. Rien jusque-là que de très banal. Mais cette pharmacienne aime la musique. Banal encore. Et son instrument est le tambour. C'est exceptionnel. Une pharmacienne chef de clique. On n'avait quand même jamais vu ça. Déesses d'autrefois et d'aujourd'hui. Celles de la saison prochaine verront la hauteur des jupes diminuer, la taille remonter, la ceinture réapparaître. Voici, en tailleur aux basques courtes, en manteau aux lignes évasées, les petites sœurs de celles qui furent la Vénus d'Arles et la Diane de Gabiès. Car nous sommes à la fois chez Praxitèle et chez Christian Dior, réunis ce soir au musée du Louvre. Pour cet hiver, les manteaux au buste menu s'évasent résolument en cône. Manches étroites et col miniature, garniture de fourrure, sont les traits dominants de cette ligne à la fois très simple et sophistiquée. Pour le cocktail, c'était l'heure du nectar et de l'ambroisie dans le monde des dieux grecs, la ligne sinueuse aux 1000 plissés s'est transformée, mais garde tout le charme de sa féminité. Voici les robes et les tailleurs, 6 heures, minuit. Décolleté au ras du cou, et la jupe serre les hanches pour s'évaser aux genoux. Pour les grands soirs et les galas de l'Olympe, 2 lignes. Le fourreau légèrement évasé à buste long, et la robe large et ondoyante. Mais la fantaisie et l'audace gardent leurs droits sous l'œil de Zeus. Laissons couler les modes. Dans leur magie qui unit sans brutalité le plus beau passé au charme du présent et qui rapproche si facilement les femmes de tous les temps, la mode,
C'est l'heure des déesses.